Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Cérémonie au Mali en hommage aux 10 casques bleus tués à Guelok. 10 casques bleus tchadiens morts le 20 janvier au nord du Mali dans un attentat revendiqué par Al-Qaïda au Maghreb islamique. Puis découverte à suivre dans ce journal de l'île de Nkombo qui se situe dans la partie ouest du Rwanda. Nous nous plongerons également en fin d'édition dans un temps pour toute chose, Mémoire d'un enfant de la rue, le dernier roman de l'écrivain congolais Elvin Ngamban-Tsilou. Près de 4 ans après la signature de l'accord de paix, le Mali demeure au bord du chaos, comme ce fut le cas le 20 janvier à Guelok, au nord de Kidal, dans le nord-est du pays. Une attaque qui visait la mission de maintien de la paix au Mali. 10 soldats tchadiens y ont perdu la vie. L'État malien leur a rendu un dernier hommage. C'est un reportage de Mokhtar Bari. Le 20 janvier 2019, le camp des casques bleus de la MINUSMA a été attaqué par des terroristes se réclamant d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. 10 soldats tchadiens avaient trouvé la mort à Aguelok. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a rendu hommage à ses victimes pour la paix au Mali. L'engagement du Tchad est constant. Le président Déby, grand Africain, a pris conscience parmi les tout premiers de notre communauté de destin. Et c'est pour cela qu'ensemble nous avons convenu qu'il nous fallait mutualiser nos efforts et nos capacités. La mission des Nations Unies forte de 12 500 hommes aide à la stabilisation du Mali et l'application des accords de paix d'Alger. Il est temps d'interroger notre capacité d'anticipation. Il est également temps de revisiter notre collaboration et notre coopération avec les mouvements signataires de l'accord qui sont pourtant présents dans ces genres de régions du Nord. En rappel, 2 autres casques bleus sri-lankais ont trouvé la mort vendredi 25 janvier après le passage de leur véhicule sur une mine. La MINUSMA est, selon plusieurs observateurs, la mission la plus meurtrière de l'ONU avec 125 attaques, dont 160 morts. Au Burkina Faso, le tout nouveau parti, le Mouvement pour le changement et la renaissance de Carlos Toé, un ex-membre du Parti de la Renaissance nationale, semble déjà engagé dans la course vers le palais présidentiel. Le MCR, lancé dimanche 27 janvier, a appelé le député Tahirou Barry à se porter candidat à l'élection présidentielle de 2020 sous sa bannière. Reportage Jean-Paul Ouedraogo. Au Burkina Faso, l'ancien ministre de la Culture, Tahirou Barry, a procédé dimanche 27 janvier 2019 à Ouagadougou au lancement de son parti, le Mouvement pour le changement et la renaissance, le MCR. Une décision qui intervient 17 mois après qu'il ait démissionné du gouvernement et qui pourrait également se justifier par l'incapacité du gouvernement actuel à faire face à certains défis. Nous, citoyens burkinabés, souciés pour l'avenir du Faso, conscients que la marche actuelle de notre nation est sans vision et sans repère, convaincus qu'aucun changement n'est envisageable sans une véritable renaissance, décidons de créer un parti dénommé Mouvement pour le changement et la renaissance. Tahirou Barry a pour sa part annoncé qu'il était temps de prendre une nouvelle direction, celle de rompre avec l'art des fausses promesses et la malgouvernance. Notre avenir est pris en otage par des politiciens qui ont développé l'art de démarrer une machine de conquête de pouvoir sans savoir comment démarrer celle du développement. Parti membre de l'opposition, le MCR pour le lancement a fait preuve de mobilisation. Nombreux ont aussi été les représentants de partis qui ont fait le déplacement de la salle du Conseil burkinabé des chargeurs. L'affaire des dettes cachées du Mozambique connaît un nouveau rebondissement, une affaire désormais de portée internationale impliquant l'Angola où plusieurs leaders politiques auraient perçu illégalement de nombreuses sommes d'argent. Ange Bijounomenio. Scandale des dettes cachées du Mozambique, nouveau rebondissement.
Dans le cadre de son enquête, la firme d'intelligence EX Africa a révélé que l'État angolais serait lié à ce scandale. Selon elle, la société Primvest, principale protagoniste dans cette affaire, était en relation avec le président angolais João Lourenço quand ce dernier était ministre de la Défense. Il aurait signé des contrats qui avoisinent les centaines de millions d'euros. Une mise en accusation qui, si elle est avérée, mettrait à jour un vaste système de corruption impliquant le sommet de l'État angolais, des banques étrangères et le groupe Primvest du franco-libanais Iskandar Safa. Chez nous, en Afrique, la corruption a toujours tendance à être négative pour les populations. C'est-à-dire que voici des responsables de haut niveau qui vont se mettre à signer, à accepter des marchés au détriment de leur propre population. Ce qui n'est pas toujours le cas dans les pays développés où c'est pour obtenir des marchés que certains acceptent la corruption, mais le marché sera bénéfique à la population. L'affaire des dettes cachées du Mozambique éclate après une mise en accusation de l'ex-ministre des Finances du Mozambique, Manuel Chang. Ce dernier a reproché d'avoir touché 5 millions de dollars de pots de vin pour avoir autorisé, lorsqu'il était ministre, des prêts frauduleux d'un montant total de 2,2 milliards de dollars. Parmi ses bénéficiaires, l'entreprise navale Primvest du franco-libanais Iskandar Safa, en lien également avec l'État angolais. Les organisations droits de l'homme ont un rôle très très important, mais il faut aussi que nous, les populations, on devrait pouvoir avoir des mécanismes où nous-mêmes, les populations, on dit que vous avez corrompu notre président, nous n'achetons plus vos produits, nous ne consommons plus vos produits. Depuis son arrivée au pouvoir, le président Lourenço conduit une campagne anticorruption saluée par la communauté internationale. Sa lutte lui a d'ailleurs permis de signer un contrat triennal de 3,7 milliards de dollars avec le Fonds monétaire international. On vous emmène à présent à la découverte de l'île de Nkombo. Nkombo, située à l'ouest du Rwanda, une île au paysage majestueux, mais pas si simple d'y accéder en raison du manque d'infrastructures. Reportage de notre correspondant sur place, Fraternanda Kaisenga. Il faut en moyenne 8 heures de route pour arriver à l'île de Nkombo depuis Kigali, la capitale du Rwanda. Longtemps mise à l'écart selon ses habitants, l'île connaît un développement des plus impressionnants depuis quelques années. En 2010, le premier poteau électrique a foulé son sol et depuis, 5 écoles primaires et secondaires, un centre de santé et de l'eau potable sont autant d'infrastructures dont bénéficie l'île, qui compte parmi les villages les plus connectés à l'électricité au Rwanda. Cependant, le transport sur l'île demeure un vrai défi. Il y a seulement 3 motocyclettes sur cette île qui servent principalement à transporter les malades au centre de santé. La mienne, par exemple, je l'ai achetée pour m'aider dans mes déplacements, mais je n'arrête pas de recevoir des appels des gens qui ne peuvent pas marcher jusqu'à l'hôpital et qui me demandent de l'aide. Et pour transporter les matériaux de construction et tout autre bagage, il faut les porter sur son dos ou sur sa tête. Ce sont les femmes qui font généralement ce métier. D'une superficie de plus de 2900 km² avec plus de 19 000 habitants, Nkombo est l'un des 18 secteurs que compte le district de Rusizi à l'ouest du Rwanda. Plus de 80% de sa population vit de la pêche dans le lac Kivu et le reste du commerce. L'agriculture est quasi inexistante car la majeure partie de la terre est occupée. En ce qui concerne la connectivité routière, il y a encore beaucoup à faire. La route qui arrive à l'île est impraticable, on ne peut qu'utiliser les bateaux pour venir ou quitter l'île. Il n'y a jamais eu de voiture ici et nous avons vraiment besoin d'une ambulance par exemple. Donc ici, nous avons l'habitude de marcher et même les quelques touristes qui arrivent, sauf quand j'ai le temps pour les déplacer à tour de rôle sur ma motocyclette. On fait toujours des demandes, mais on garde espoir que ça viendra. Le tourisme reste une activité à développer sur cette île et pourrait aider la population à diversifier leurs revenus. En 2016 par exemple, un hôtel y a été construit par le gouvernement rwandais, mais il reste inoccupé faute de trouver un investisseur pour l'exploiter. Pour les habitants de Nkombo, le meilleur reste à venir. Un temps pour toute chose, le dernier roman d'Elvin Gabansilou, un écrit bouleversant dans lequel l'écrivain congolais retrace l'histoire d'un enfant victime de violences psychologiques, un enfant qui, malgré tout, a su faire preuve de résilience. Un reportage de Deva Ponsou. Le roman Un temps pour toute chose, mémoire d'un enfant de la rue, publié en 2018 aux éditions Renaissance africaine, compte 216 pages subdivisées en 20 chapitres. Cet ouvrage dépeint l'histoire d'un enfant de 12 ans accusé de sorcellerie par ses parents. Ce dernier passera des années dans la rue avant de devenir député. Cette œuvre est une interpellation de l'auteur à la jeunesse du monde. Il y a beaucoup de gens qui nous négligent dans la vie, mais avec l'aide de Dieu, tout peut aller de l'avant. Donc, partir de rien pour devenir un héros,
Ce livre est une véritable illustration. Parce qu'il faut qu'on conscientise la jeunesse, qu'il faut beaucoup se donner à la littérature, abandonner beaucoup des passions qui peuvent nous divertir de notre bonne vision. Parce que la jeunesse est la force de la société. Préfacé par Pierre Ntsemou, Un temps pour toute chose, mémoire d'un enfant de la rue, a été désigné meilleur roman sélection 2018, un prix que l'auteur recevra en mars prochain lors du Salon du Livre à Paris. Pour certains critiques présents lors de la présentation de ce livre, le message à retenir, c'est l'espoir. Il nous a démontré le parcours d'un jeune homme qui a beaucoup souffert, mais dans ce livre, le fond, c'est l'espoir. C'est un jeune qui nous montre que dans la vie, on a beau subir des choses, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Et c'est cet espoir qui nous a communiqué, et cet espoir que nous communiquons aussi aux enfants de la rue, qu'ils comprennent que même si les parents sont divorcés, même si on est confronté à des difficultés dans la vie, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Et voilà le grand message de ce livre. Chevalier culturel de la balade des idées, Elvin Gabansilou compte déjà 8 publications aux éditions Renaissance africaine qu'il dirige. Il est diplômé de la Haute École Royal School d'Alger en hygiène, sécurité et environnement. C'est après avoir lu Le triomphe de Magali de la regrettée Kalissa Ikama en 2005 qu'il a décidé de devenir écrivain. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.